Côte d'Ivoire, Inde, deux accords de coopération signés entre les deux États et inauguration du parc technologique Mahatma Gandhi du Vitib. C'est ce qui ressort de l'audience que le président Alassane Ouattara a accordée hier à la vice-ministre indienne des Relations extérieures. Augmentation des nouvelles taxes sur les communications. Le ministère de la Poste, des Technologies, de l'Information et de la Communication fait le point. Tous les détails sur cette rencontre avec la presse dans quelques instants. Criminalité, deux gangs comprenant le tueur d'un policier neutralisé par la police criminelle. Une prise qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Et puis le Caire en Égypte, frappé ce matin par 3 attentats en quelques heures. Et c'est à la veille de l'anniversaire de la Révolution. Le quartier général de la police visé, bilan 5 morts et 70 blessés. Aujourd'hui, vendredi 24 janvier, bienvenue dans le 13h. Commençons tout de suite par les audiences du chef de l'État. Le chef de l'État a échangé avec le nouveau patron de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire sur les secteurs qui vont intéresser particulièrement la nouvelle dynamique de la Banque mondiale. Le président de la République a également reçu la vice-ministre indienne des Relations extérieures. Deux accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. On fait le point avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la vice-ministre indienne chargée des relations extérieures, Prinit Kaur, ont fait le point de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde dans le cadre du renforcement et de la diversification des relations entre les deux pays. Avec Monsieur le Président, nous avons échangé par rapport à nos relations bilatérales, mais aussi avec nos échanges au niveau commercial. Et nous espérons que Monsieur le Président de la République pourra se rendre cette année, en mai, au sommet Inde-Afrique qui se tiendra dans notre pays. Et nous remercions la Côte d'Ivoire pour son soutien, car nous sommes candidats à un poste permanent au sein des Nations Unies. Et au niveau des échanges, nous avons eu une augmentation de 50%. Et nous espérons que nous pourrons accroître davantage nos échanges. Le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo, Ousmane Diagana, est venu pour sa part se présenter au président de la République Alassane Ouattara et partager avec lui sa vision des relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus que cette vision d'une Côte d'Ivoire émergente n'est pas un slogan, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Et par rapport à cela, nous avons échangé sur comment la Banque mondiale justement peut accompagner la Côte d'Ivoire pour que la croissance économique très forte que le pays a déjà enregistrée puisse être soutenue, mais surtout pour qu'elle puisse être inclusive et donc porter, n'est-ce pas, beaucoup plus de développement pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mais nous avons aussi parlé de la position géographique, la position stratégique de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire aussi soit une solution, non seulement pour elle-même, mais également pour l'ensemble des pays de la sous-région, où nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un espace de paix et de stabilité qui est la condition première pour le développement économique et social. Le nouveau directeur des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée, Ousmane Diagana, a pris fonction le 1er janvier 2014. Il remplace Madani Tall. Ousmane Diagana, entré à la Banque mondiale en 1992, était de 2011 à 2013 le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, la Guinée, le Mali et le Niger. Cette année, l'annexe fiscale prévoit l'augmentation des taxes de 2% sur les entreprises de communication et une nouvelle imposition de 3% à la charge des consommateurs sur les communications téléphoniques et les services du net. Face aux plaintes des consommateurs, le ministère de la Poste, des Technologies, de l'Information et de la Communication a animé hier une conférence de presse pour éclairer les journalistes sur ces nouvelles mesures. Le témoignage de Francis Boifo. En 2012, les entreprises de téléphonie en Côte d'Ivoire ont enregistré, selon le directeur de cabinet du ministère de la Poste, des Technologies, de l'Information et de la Communication TIC, un chiffre d'affaires de 850 milliards de francs CFA hors taxes. Cette année, le taux d'imposition globale du chiffre d'affaires des entreprises de téléphonie
contenu dans l'annexe fiscale 2014 est passé de 3 à 5%. Le secteur des télécommunications, de plus en plus, prend du poids dans l'économie nationale. Et au moment où l'État s'oblige à faire en sorte que le poids social sur certains secteurs comme l'agriculture baisse, il est normal que les nouveaux secteurs qui produisent de la valeur, qui produisent de la richesse, prennent une part substantielle. L'autre raison, nous faisons partie d'une communauté régionale qui est la CEDEAO, où selon l'UEMOA, on se rend bien compte que sur un certain nombre d'éléments de taxation, il y a des écarts relativement parfois importants entre notre pays et des pays similaires comme le Ghana ou le Sénégal. Et donc, l'idée, c'est de ne pas faire plus, mais d'essayer d'homogénéiser, d'harmoniser ce qui se fait en termes de politique fiscale au sein de la CEDEAO pour des pays qui sont relativement comparables en termes de performance économique. En plus de l'augmentation de 2% du taux sur l'ancienne taxe, l'annexe fiscale 2014 prévoit l'institution d'une taxe de 3% sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication à la charge des consommateurs. Cette taxe existe au Sénégal à hauteur de 5%. Elle existe au Ghana à hauteur de 6%. En Côte d'Ivoire, elle n'existe pas du tout. La mesure nouvelle, c'est que désormais, elle existe en Côte d'Ivoire à hauteur de 3%. Alors, question, les coûts des communications vont-ils connaître une hausse? Une hausse de 3% ne peut pas avoir un impact sur une hausse des prix. Mais même si, deux fois, par des attitudes tactiques, certains opérateurs décident d'augmenter tel type de service plutôt que tel autre, je ne pense pas que dans un marché qui est très concurrentiel, cet effet soit durable. Les consommateurs devront attendre quelques jours pour mieux apprécier l'impact des nouvelles mesures sur les services de communication et d'accès à Internet. Et puis cette rencontre, l'ambassadeur américain reçu par le commandant de la gendarmerie, faisons le point avec Abou Sanogo. Reçu à la salle de conférence générale Oumar Ndao, le diplomate américain a eu droit à une présentation de la gendarmerie nationale à travers l'historique, les missions, l'organisation et les défis. Au terme donc de cet exposé qui lui a permis de mieux s'imprégner de la gendarmerie nationale, l'hôte du jour a exprimé son satisfecit tout en saluant le travail accompli par la gendarmerie nationale avant d'ajouter qu'il a conscience du rôle prépondérant que joue cette institution pour la stabilité de la nation à travers l'exécution de ses missions régaliennes. Plusieurs questions ont été également abordées, notamment les mesures de lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, le recrutement et le mode de gestion du personnel. À toutes ces préoccupations, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Kwasi Kwaku Gervais, a égrené toutes les mesures mises en place pour répondre à toutes les formes de menaces, aussi bien internes qu'externes, avant de rassurer son hôte du déploiement efficient du personnel de la gendarmerie sur toute l'étendue du territoire national. À l'issue de ces échanges, l'ambassadeur des États-Unis s'est dit très satisfait, tout en soulignant la disponibilité de son pays à accompagner la gendarmerie nationale dans le cadre de la formation et le perfectionnement de ses hommes. La police criminelle vient de mettre fin aux activités de 2 gangs spécialisés dans les attaques de domiciles, de commerce, dans les braquages et meurtres, une prise qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Abou Sanogo, une fois encore sollicité. Les gangs Traoré Abdoulaye et Koneki Ali ne séviront plus. Ils sont mis aux arrêts par la police criminelle. Ils étaient spécialisés dans les attaques de véhicules, de commerce, de domicile et aussi dans le meurtre. Traoré Abdoulaye est l'auteur présumé du meurtre du sergent-chef de police Kamara Ahamadou en service au district de Port-Bouy le 31 décembre 2013. À l'actif de son gang, le braquage d'un véhicule transportant 40 millions en février 2012. L'attaque à main armée dans un dépôt de boissons à Biétry en 2013. Son interpellation a permis la saisie de 3 armes à feu. Koneki Ali et Kambou Jean-Félix, hormis leur implication dans des braquages de véhicules, suivis du meurtre d'un agent d'une société de la place en stationnement sur un parking à la Riviera-Goff le 4 janvier dernier, ont également à leur actif des vols à main armée portant sur un montant de 60 millions de francs CFA,
commis sur le pont des Gaules, de 90 millions de francs CFA au préjudice d'une coopérative de Djekanou et de 6 millions de francs CFA dans un domicile privé à la Riviera Golf. Avec eux, 3 pistolets automatiques et 3 chargeurs ont été saisis. Dans le gang qui a abattu le policier, l'auteur même du meurtre est un récidiviste notoire connu de nos fichiers, qui a même fait l'objet d'un déferment pour détention illégale d'armes à feu au cours de la même année 2013, précisément le 20 mars. Au niveau de la police criminelle, notre détermination est totale et notre engagement sans faille. Nous jouerons notre partition, vaille que vaille, pour amener le taux de criminalité à des proportions acceptables, afin que le rêve du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 soit une réalité. Ces 2 gangs qui font présentement l'objet d'enquêtes par la direction de la police criminelle seront mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. Et le ministre de l'Intérieur a insisté là-dessus récemment. Ahmed Bakayoko entend intensifier la lutte contre le grand banditisme afin de réduire encore l'indice d'insécurité qui est passé de 3,8 à 1,6. Chantal Akanda nous fait maintenant le point de la rencontre bilan du ministre de la Communication. Maître Afoussiata Bambalamine annonce la prochaine session de la RTI. C'était au cours d'une cérémonie de présentation de vœux avec l'ensemble des acteurs du secteur. L'on retient que les défis à relever en 2014 engagent le secteur dans une mutation en profondeur. Écoutez. C'est pour dresser le bilan de l'année 2013 que le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, a reçu à son cabinet les différents organes sous tutelle. Elle s'est réjouie des résultats atteints en 2013, notamment la diffusion de RTI 2 et Fréquence 2 à l'international et l'adoption d'une stratégie de communication gouvernementale en Conseil des ministres. Avant de donner quelques indications sur les perspectives de 2014, le ministre de la Communication a rappelé l'importance du rôle des journalistes dans le processus de restauration de la paix. L'autre thème abordé au cours de cette rencontre a été l'ouverture de l'espace audiovisuel à la numérisation. Un des challenges à relever, dira la première responsable de la communication. Ma priorité pour 2014, ce sera d'abord, évidemment, il y a plusieurs pans. La première, c'est donc de préparer le passage au numérique, la professionnalisation des acteurs du secteur de la communication, le renforcement des capacités, mieux équiper effectivement notre presse pour qu'elle puisse répondre aux attentes de la population. Cette rencontre avec le ministre de tutelle a permis aux participants de donner leurs sentiments sur la pratique de leur métier. Il faut surtout renforcer les capacités et aussi assainir un peu le milieu en étant plus professionnel. Nous avons pris conscience de notre rôle et nous voulons faire en sorte que la presse soit un acteur de plus en plus responsable et que notre partition nous amène à une presse encore plus émergente. On espère plus de valorisation au niveau de notre métier, des agences conseils, plus de reconnaissance et puis plus de réglementation et de reconnaissance vis-à-vis des agences agréées. Rendons-nous dans les régions de la Bagoué et du Bafing où la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a visité plusieurs écoles. Visite marquée par des dons. Kandia Kamara a offert notamment des tables bancs et des kits scolaires, nous dit Maïsako. Pan essentiel du programme présidentiel d'urgence, le vaste programme de construction et de réhabilitation des écoles est en marche, précisément dans les régions de la Bagoué et du Bafing. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, s'est rendue dans ces deux régions pour constater l'avancée des travaux. La première étape de ce périple a conduit la ministre dans la circonscription d'enseignement primaire de Kolia. Ici, 9 écoles primaires publiques ont été réhabilitées et équipées en table-bancs et 7 localités, dont celle de Nembiasso, ont bénéficié de la construction de nouvelles écoles. Après Kolia, le cap a été mis sur Touba dans la région du Bafing. Kandia Kamara, accompagné par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a fait une escale au lycée gouverneur Abdoulaye Fadiga en cours de réhabilitation. La ministre de l'Éducation nationale a ensuite pris la direction de Maou Sokourala, dont l'établissement primaire a bénéficié de sa part d'un important don de table-bancs et de mobilier de bureau. Des équipements qui devraient contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement dans la région, où des statistiques du ministère de l'Éducation nationale ont relevé un faible taux de scolarisation de la jeune fille.
Avant de quitter les lieux, la ministre Kandia Camara a appelé les parents d'élèves et les enseignants à préserver le nouveau visage de ces écoles afin que puisse se réaliser le vœu du président de la République de voir tous les enfants de Côte d'Ivoire scolarisés dans les meilleures conditions. Les communes de Sanguiné, Danané et Zonhounien, regroupées au sein de l'intercommunal Cavali, viennent de recevoir un appui de plus de 300 millions de francs CFA de la part de l'Union européenne. Les détails avec Chantal Akandon. C'est par appel à proposition de l'Union européenne à l'endroit des collectivités territoriales que les communes de Sanguiné, Danané et Zonhounien ont pu bénéficier de ce financement pour la gestion des ordures de leurs communes respectives. Coût global du projet, 500 millions de francs CFA. L'Union européenne contribue à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA. Les différentes parties concernées ont donc signé la convention les liant. Nous finançons les meilleures propositions, celles qui ont une vision, celles qui sont correctement construites, celles qui démontrent une bonne connaissance du terrain, celles dont le budget est compatible avec nos moyens. D'ici, je pense, 1 an, il y aura un autre appel à proposition. Ça va permettre à nos différentes communes de pouvoir créer des centres de groupage, des décharges modernes. Ça va permettre à nos 3 communes de pouvoir employer au moins 200 jeunes. Ça nous permet de créer des activités génératrices de revenus pour ces jeunes. Nous allons plus ou moins répondre aux attentes de nos populations en matière de salubrité. La gestion de la salubrité est une préoccupation pour le gouvernement. À travers le PPU, Programme présidentiel d'urgence, les communes de l'intérieur du pays ont déjà bénéficié de matériel destiné à la précollecte. Ce projet vient donc soutenir les efforts entrepris par l'État ivoirien. Nous voudrions remercier l'Union européenne qui a initié donc ce projet. 325 millions de nos francs, c'est 500 000 €. C'est une somme qui est respectable. Et cela va venir donc en appui à ce qui est en train d'être fait au niveau donc du gouvernement. Je crois que nos maires doivent pouvoir prendre le taureau par les cornes. L'Union européenne invite les communes à se mettre ensemble pour bénéficier de financements dans le cadre du programme dénommé « Projet d'appui à la gestion intercommunale de salubrité ». Ouf de soulagement pour les fonctionnaires déployés à Boaké. 400 logements vont être réalisés cette année. Lancement des travaux de construction en présence du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, nous dit Charles Tato. Le projet de construction de logements sociaux est dans sa phase d'exécution à Boaké. 2 villas témoins sont déjà réalisées sur les 2 sites retenus pour abriter les premières opérations de ce projet gouvernemental. Ces villas témoins mettent en confiance les propriétaires terriens de la commune. Je suis très content. Le village se trouve en bas et la vie, il y a l'espace au milieu de nous. Et quand le logement sera construit, ça nous permettra d'ouvrir la route de mon village. Au total, 400 logements vont sortir de terre cette année, qui concernent 3 types de maisons. Il s'agit des villas basses de 2 à 3 pièces économiques. De même, des villas basses de 4 pièces individuelles, des villas basses de 4 pièces jumelées et des 4 pièces duplex. Pour les 6 mois en cours, 129 logements avec école seront réalisés sur le site de Bobo et 119 autres sur le site de Konakankro. Ouf de soulagement donc pour les autorités de Boaké, vu le retour massif des fonctionnaires après la crise. C'est la concrétisation d'une politique sociale de haut niveau du président de la République. Le président s'est engagé à construire des logements sociaux pour une certaine catégorie de la population. C'était un pari qui était risqué puisqu'il voulait qu'il y ait des maisons de l'ordre de 7 millions pour les populations les plus démunies. Nous venons de démontrer aujourd'hui que cela est possible. Lorsqu'en 2007, nous sommes arrivés à Boaké, le problème le plus crucial auquel on a été confronté, c'était comment loger nos collaborateurs, comment permettre à la population de disposer de logements. Et aujourd'hui, je pense que je suis satisfait en tant que préfet parce que nos vœux sont en train d'être exaucés grâce à ce programme de logements sociaux lancé par le président de la République. Le ministre en charge de la construction, du logement, de l'assainissement
et de l'urbanisme vient de lancer les travaux de Bouaké. Nous avions un problème, c'est celui du foncier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le foncier est le bien essentiel en matière de programme de logement. La matière première principale n'est pas le ciment, n'est pas le sable, c'est d'abord la terre, le foncier. Et c'est grâce au préfet que nous avons pu avoir donc ce foncier. Je voudrais saluer les préfets, saluer leur premier responsable, et le ministre d'État Ahmed Bakayoko, pour l'implication de ses collaborateurs. C'est grâce à eux que du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'État de Côte d'Ivoire a pu disposer du foncier. Rappelons qu'à Bouaké, 700 demandes avaient été enregistrées pour la présouscription dans le cadre de ce projet. Après la présentation officielle de son bureau national le 7 décembre dernier à Abidjan, le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, le RACI, étend sa toile. Ce réseau d'élus et de cadres a procédé récemment à l'installation de sa coordination du district des Savanes, une cérémonie qui a réuni les populations des régions du Tiologo, de la Bagoué et du Poro. Commentaire, Kwadjokone. La coordination du district des Savanes du RACI. Le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire vient de voir le jour. Cette cérémonie qui a eu lieu au centre culturel Wamiéignon de Korogo consacre l'installation et le début des activités de coordination du RACI, des régions du Tiologo, de la Bagoué et du Poro. Pour l'occasion, de nombreux membres du réseau, composé en majorité d'élus et de cadres du pays, ont fait le déplacement. Chers membres du RACI, du district des Savanes, ensemble, nous avons fait le bon choix, celui de la réconciliation des filles et fils de la nation ivoirienne sans aucune discrimination. Vu les performances économiques, sociales et diplomatiques réalisées par notre pays sous la houlette du président Alassane Ouattara en si peu de temps, il s'impose que nous lui accordions un second mandat pour que notre pays sorte définitivement de la pauvreté et du sous-développement. Le président du réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, l'honorable Soro Kaniki, dans son adresse aux membres du RACI et à la population qui est sortie massivement, a invité tout le monde à soutenir les actions du chef de l'État Alassane Ouattara pour une émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Nous nous mobiliserons pour montrer à l'opinion publique internationale que nous sommes réconciliés et que les chants de sirènes ne sont pas écoutés en Côte d'Ivoire. Le tout nouveau coordonnateur du RACI, dans le Poro, a au nom de ses pairs des régions de la Bagoué et du Tiologo promis de mettre tout en œuvre pour une vraie réconciliation dans le district des Savanes et pour la réélection du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la future présidentielle. La jeunesse unie pour la cohésion et l'émergence du Woroba veut participer à l'essor économique et social et culturel de ce district. L'association vient d'être créée. Elle espère rassembler tous les jeunes du district autour de divers projets concernant la santé et l'éducation. Elle a organisé une conférence de presse pour lancer un appel à la mobilisation des ressortissants du district. Christelle Meda. 3 mois d'existence et déjà de grandes ambitions pour cette nouvelle association de jeunes. La jeunesse unie pour la cohésion et l'émergence du Woroba veut participer au développement du district. Première étape, freiner l'exode rural qui le prive de ses forces vives. Pour freiner l'exode rural, il faut chercher à insérer nos jeunes frères dans le tissu professionnel. Donc, cela passe d'abord par la formation de nos jeunes frères. D'autres projets sont inscrits au planning. Ils ont trait à la santé, l'éducation et la culture. 670 000 habitants sont concernés par ces projets. C'est la population totale du district du Woroba, situé au nord de la Côte d'Ivoire. Il comporte 3 grandes régions, le Worodougou, le Bafing et le Béré. On y retrouve les villes de Touba, Séguéla et Mankono, villes dont sont issues de nombreuses personnalités et autorités ivoiriennes. Le véritable problème dans nos zones, il n'y a pas d'activité. Notre souhait est que nos hauts cadres cherchent à investir chez eux. C'est un appel à la solidarité et à l'union entre les ressortissants du district du Woroba, lancé lors de la première conférence de presse de la jeunesse unie pour la cohésion et l'émergence du Woroba. En images, au moins 5 personnes ont été tuées et 70 blessées ce matin dans 3 attentats visant la police au Caire en pleine campagne de répression contre les islamistes. Et c'est à la veille du 3e anniversaire de la révolte ayant chassé Hosni Moubarak du pouvoir.
La présidente centrafricaine s'emploie au premier jour de son entrée en fonction à former son équipe gouvernementale dont la mission sera de désamorcer dans l'urgence la haine qui ronge le pays après des mois de violence entre chrétiens et musulmans. Des violences et pillages qui s'intensifient à Bangui. Regardez. Machette à la main, ils veulent en découdre avec les musulmans. Dans certains quartiers de Bangui, les maisons ayant appartenu à des musulmans sont fouillées et détruites par des milices chrétiennes. La capitale centrafricaine reste la proie de pillages et de violences interreligieuses. On va détruire les musulmans. On n'a pas besoin de musulmans. Ils viennent de partout, même des campagnes environnantes pour se venger. Et la présence des militaires, notamment ce contingent rwandais de la force MISCA, ne leur fait pas peur. Ici, ils ont évité un drame. Une famille musulmane avait choisi de rester dans sa maison pensant être en sécurité. Mais dehors, une foule de jeunes chrétiens les attend. Ils ont peur, ne peuvent pas même sortir. Et puis il y a des gens qui nous attendent. Dès qu'ils ont dit que les gens de MISCA sont partis, ils vont rentrer ici pour nous faire du mal. Ce sont des humanitaires qui ont alerté les militaires, craignant pour la vie de cette famille. Si ces gens ne sont pas évacués dans l'heure qui suit, ils seront morts demain. Dès que l'on va partir, ils seront tués. C'est à la tombée de la nuit que la famille a accepté de quitter son domicile sous bonne escorte des militaires français. Les Tchadiens, majoritairement musulmans, sont aussi la cible de cette violence sectaire. Accusés de soutenir la rébellion Séléka, ils sont régulièrement la cible d'attaques. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui décident de quitter Bangui et la Centrafrique définitivement. Ils se sentent abandonnés. On avait cru que la démission de Djotodia va alléger tous ces problèmes. Mais le problème est devenu confessionnel tout à coup. Ça faisait même pas 4 jours, on a pris les 2 musulmans devant les Sangaris. Pourquoi tout ça? Le Tchad a mis une trentaine de camions à disposition pour le rapatriement de ses ressortissants. Ils parcourront près de 1000 km avant de rejoindre Djamena. Et aux dernières nouvelles, les violences sur place à Bangui hier ont fait une vingtaine de morts. Et puis 11 djihadistes ont été tués et un soldat français a été blessé lors d'une opération de contre-terrorisme menée par des militaires de l'opération française Serval dans le nord du Mali. Les armes vont-elles se taire au Soudan du Sud? En tout cas, un cessez-le-feu a été signé entre gouvernement et rebelles. Et ce matin, les rebelles disent être attaqués l'armée dément. Après presque 3 ans de conflit en Syrie, émissaires du président Bachar al-Assad et membres de l'opposition en exil vont s'asseoir à la table de négociations à Genève pour des premiers pourparlers de paix aux chances minimes de succès. Les deux délégations vont enfin entrer dans le vif du sujet pour tenter de mettre fin au chaos meurtrier qui a déjà fait plus de 130 000 morts en Syrie et a forcé des millions de civils à abandonner leur maison ou à s'exiler. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la première édition du Festival international du pays Senfo, placé sous le signe de la réconciliation, cohésion sociale et du développement durable. Et c'est avec Baker. Éveiller les consciences des filles et des fils du pays Senfo pour la préservation de leur culture. Valoriser et promouvoir la richesse et la diversité culturelle Senfo. Telles sont les valeurs qui ont milité en faveur de l'organisation du premier festival international du pays Senfo. Venus des régions du Hambol, du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, ces festivaliers, à travers des chants et des expositions, ont présenté les atouts culturels du peuple Senfo. Les différents intervenants au cours de cette rencontre culturelle ont salué l'initiative de la promotion du patrimoine culturel Senfo, qui, selon eux, mérite d'être soutenu par tous les moyens. Les autorités ont saisi l'occasion pour exhorter la jeunesse à retourner aux sources. Si nos enfants, nos arrière-petits-enfants comprennent qu'il ne faut pas laisser tomber cette tradition, la région va avancer. Parce qu'il n'y a pas que le modernisme. Tout doit être allié. Avoir les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Ce festival du pays Senfo, qui est à sa première édition, vise également à choisir Korogo comme destination. Le district des Savanes avant 2002 était la localité la plus visitée par les touristes pour ses atouts culturels. Pour le promoteur de ce festival, la culture Senfo se meurt et il faut donc agir vite pour la préserver.
Ce que nous recherchons, c'est d'abord interpeller les autorités. Nous avons là un brassage qui se manifeste, des régions qui viennent se retrouver et qui causent les unes avec les autres. C'est déjà quelque chose de positif. On sent là la cohésion sociale et le développement ne part pas sans là. Avant un développement, il faut mettre un socle. Et ce socle-là, c'est la culture. Sans culture, nous sommes perdus. C'est notre identité. Le rassemblement des différents peuples sénoufos au stade municipal de Korogo est le témoignage de la paix et de la cohésion sociale qui existe dans cette région. La culture, base de tout développement, doit interpeller les gouvernants à trouver des solutions idoines pour la préserver et la promouvoir pour les générations futures. Un mot de sport pour terminer. CHAN Afrique du Sud 2014, début des quarts de finale samedi 24 janvier 2014. Le Nigeria reçoit le Maroc et le Mali sera face au Zimbabwe. Le CHAN est à sa 3e édition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.